Dans notre société moderne obsédée par les apparences et la validation extérieure, il est facile de perdre de vue notre propre valeur intrinsèque. Combien de likes faut-il accumuler avant de se sentir assez bien dans sa peau? Combien d'abonnés pour enfin goûter à une estime de soi épanouie? Les stoïciens, ces philosophes de l'Antiquité, nous mettent en garde contre ce piège des standards extérieurs. Pour eux, chercher à calibrer son amour-propre sur des métriques aussi futiles mène droit au malheur. Comme l'écrivait Sénèque, le bonheur ne dépend pas de la gloire ou du pouvoir, mais de la maîtrise de soi. Alors comment retrouver cette maîtrise et cultiver une saine estime de nous-mêmes, imperméable aux pressions sociales comme aux aléas du destin? La clé réside dans 8 pratiques, à la fois simples et profondes, forgées il y a des millénaires, mais toujours d'une criante actualité. Ces techniques, je vous invite à les découvrir avec moi au fil de cette vidéo. Elles forment un programme stoïcien dont chacun peut s'inspirer pour vivre de manière plus autonome, plus libre et plus épanouie. Des exercices aussi efficaces qu'accessibles, car comme le notait Épictète, ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais le sens qu'ils leur donnent. Ensemble, voyons comment donner un sens nouveau à notre rapport aux autres, mais aussi à nous-mêmes. Apprenons à cultiver notre jardin intérieur plutôt que de courir éperdument après la gloire. Comprenons que le bonheur n'est pas affaire d'accumulation, mais de sagesse. Et si ce cheminement personnel vous tente, sachez que d'autres chercheurs de sens se joindront peut-être à nous dans les commentaires. Pratique 1. L'art de la rareté. Cultiver l'art de la rareté, voilà un premier principe clé chez les stoïciens. Faire preuve de parcimonie dans ses apparitions et ses paroles, se dévoiler avec subtilité plutôt que de tout exhiber. Cette retenue délibérée renforce le mystère, et donc l'intérêt que l'on suscite. Comme une oasis dans l'aridité du désert, celui qui se fait rare attire irrésistiblement les regards. Sa valeur s'en trouve décuplée auprès de ses contemporains, car nous sous-estimons trop souvent le pouvoir d'attraction de l'inaccessible. Prenez l'exemple de ces artistes qui ne donnent qu'une interview tous les 2 ans. Ou encore ce gourou spirituel qui descend de sa montagne une fois l'an. Leur rareté frustre peut agacer, mais elle intrigue et fascine bien davantage. On se presse pour les apercevoir, on s'extasie du moindre de leurs mots. Être omniprésent, à l'inverse, banalise et érode l'intérêt. Comme le notait Sénèque, il faut se dispenser avec mesure pour donner de la saveur. Doser ses interventions, que ce soit dans la sphère privée ou publique. Taire parfois l'essentiel pour mieux le suggérer. Cet art de l'ellipse et du sous-entendu requiert néanmoins subtilité. La rareté doit s'inscrire dans une stratégie de valorisation à long terme et non relever d'une simple coquetterie. Les stoïciens nous invitent donc à cultiver ces vertus. 1. La patience pour résister aux sirènes de l'exposition facile. 2. La tempérance pour trouver le juste équilibre entre ombre et lumière. 3. La ténacité pour assumer des choix parfois impopulaires à court terme. À nous dès lors d'expérimenter. Osons nous taire pour mieux nous faire désirer. Face aux bavards, cultivons la mystérieuse sérénité du sphinx. Et à ceux qui nous pressent de questions, répondons avec le sourire énigmatique de Mona Lisa. Car tel est le pouvoir de celui qui se dérobe. Plus que toutes les paroles, son silence même devient éloquent. Pratique 2. La puissance du non. Savoir dire non, quelle libération mais aussi quelle vertu. Car refuser, c'est choisir. Et choisir, c'est affirmer ses priorités. À ce propos, laissez-moi vous lire un témoignage. En tant qu'entrepreneuse et mère de 3 enfants, je sais combien il est facile de toujours dire oui. Oui à une réunion de dernière minute, oui à l'organisation d'un anniversaire, oui à des sollicitations de toutes parts, et combien il est difficile d'opposer un refus net et sans appel. Pourtant, après des années à m'éparpiller, j'ai compris l'importance vitale de ce petit mot. Non nos opportunités qui me détournent de l'essentiel, non nos demandes qui distraient mon attention, non nos superficialités qui érodent mon énergie. Armé de ce non, je peux mieux me consacrer à mes priorités.
Et ce recentrage a eu des effets spectaculaires. J'ai lancé le podcast de mes rêves, je suis plus présente pour mes proches, je prends soin de ma santé. Dire non m'a permis de dire oui à ce qui compte vraiment. Mais attention, car tout est une question de dosage. À trop refuser, on risque l'isolement et le ressentiment d'autrui. Comme le notait Sénèque, il existe une mesure dans les choses. Se concentrer sur l'essentiel, certes, mais sans couper les ponts ni brûler toutes ses forces. Cultivons donc cet art subtil du non sélectif et stratégique. Au bon endroit, au bon moment, pour les bonnes raisons. Ni par peur ou paresse, ni de façon arbitraire. Mais toujours avec du sens, avec tact et courage. Voilà qui demande discernement et pratique. À nous d'expérimenter, d'essuyer des échecs, d'affûter notre jugement. De trouver le ton juste, de doser les explications en cas de refus, de visualiser les bénéfices à long terme pour tenir bon face aux pressions. Car oui, dire non nous rend non seulement plus libres, mais aussi plus désirables. Valorisez votre temps et votre attention, et les autres en feront de même. Alors, prête pour ce défi? Osons rêver plus grand et accorder nos actes à nos ambitions. Disons non aux futilités et aux distractions pour savourer quelques oui transformateurs. C'est à ce prix que nous deviendrons maîtres de nos journées et capitaines de notre destin. Pratique 3. Cultiver le mystère. Nous l'avons évoqué, se faire désirer passe par l'art de ne pas tout dévoiler. Savoir piquer la curiosité, intriguer, susciter le mystère. Les stoïciens voyaient dans cette retenue une source d'influence et de respectabilité. Prenez l'image que vous donnez sur les réseaux sociaux. Partagez-vous chaque aspect de votre vie sans filtre, ou au contraire distillez-vous avec parcimonie quelques moments choisis. Cette stratégie de révélation posée et sélective peut sembler artificielle, mais elle recèle une authentique sagesse. Car qu'y a-t-il de plus précieux que notre jardin secret? Un espace à l'abri des regards, où cultiver nos rêves et nos élans créatifs. Savoir préserver cette part d'ombre malgré la pression à la surexposition numérique, voilà qui demande une saine discipline intérieure. Comme le disait Sénèque, il faut vivre parmi les hommes comme dans la solitude, n'ouvrant son cœur qu'à peu d'amis sûrs. Construisez avec tact votre cercle de confiance et réservez-lui les joyaux de votre vie intime. Au-delà, distillez avec subtilité quelques fragments évocateurs, jamais trop. Prenons l'exemple d'une pyramide. On devine un trésor à l'intérieur sans jamais le montrer complètement. Cette pyramide, c'est un peu notre identité face au monde. Savoir doser les ouvertures pour attiser l'intérêt sans tomber dans l'exhibition compulsive. À nous dès lors de peaufiner cet équilibre entre ombre et lumière, secret et révélation. Quelle zone de mystère vouloir préserver? Comment suggérer notre richesse intérieure? Expérimentons. Car selon Sénèque toujours, il faut semer la bonne réputation de soi. Cultivons notre jardin et que notre sphinx intérieur guide nos choix. Pratique 4. Admettre ses erreurs. Reconnaître ses torts, quelle sagesse. Car l'erreur fait partie intégrante de tout apprentissage. Et avouer ses faiblesses demande courage et humilité. Les stoïciens valorisaient ces qualités. Pour eux, seule une fragilité assumée permettait une véritable résilience. Comme l'écrivait Marc Aurèle, le sage se réjouit des reproches qu'on lui fait et tâche d'en tirer profit. Osons donc regarder nos erreurs en face, aussi douloureux soient-ils. Accueillons la critique à bras ouverts plutôt que de nous braquer. Les remarques blessantes recèlent souvent une part de vérité qu'il nous appartient de déceler. Par exemple, un collègue me reproche récemment de ne pas assez impliquer mon équipe dans mes décisions. Mon premier réflexe fut de me justifier, de plaider la pression des délais. Pourtant, la remarque contenait un fond légitime qu'il m'a fallu admettre. En ouvrant humblement la discussion, j'ai mieux cerné les attentes de chacun. Résultat, une plus grande transparence et un plan pour favoriser la consultation à l'avenir. Une erreur assumée et la cohésion renforcée. Car oui, reconnaître ses torts inspire le respect et la confiance.
Cela prouve notre maturité à intégrer les critiques pour progresser. Comme l'écrivait Sénèque, l'homme vraiment libre ne redoute rien tant que de découvrir qu'il s'est trompé. Cultivons donc cette flexibilité d'esprit agile, prêt à l'autocritique. Pas de place pour l'orgueil démesuré, mais une humilité consciente de nos limites actuelles et de notre immense potentiel de croissance. Voilà le secret d'une résilience sans faille. Identifier l'erreur, l'accueillir, mais refuser de s'y complaire. Se relever plus sage grâce à elle et poursuivre sa route. Alors, quelle erreur refoulée vous consume à petit feu? Quelle critique les stoïciens vous invitent-ils à entendre? Levez les yeux de ce miroir parfois cruel, mais ô combien salvateur. Et vous y trouverez non votre condamnation, mais les prémices de votre plus haute renaissance. Pratique 5. La priorité à soi. Prendre soin de soi, quelle sagesse essentielle. Car on ne peut rayonner sur le monde sans cultiver sa propre lumière intérieure. Les stoïciens l'avaient bien compris, eux qui prônaient une solide hygiène de vie pour entretenir l'équilibre moral. À l'heure où nous sommes sans cesse sollicités, apprenons à fixer des limites pour préserver notre jardin intérieur. Savourons des pauses relaxantes et méditations entre deux tâches. Offrons-nous une grasse matinée après une semaine harassante. Car notre bien-être est la plus précieuse des priorités. Prenons exemple sur Leila, jeune avocate que le stress consumait à petit feu. Elle ne s'accordait aucun répit, multipliant les heures supplémentaires au détriment de sa santé, jusqu'à ce qu'un malaise l'oblige à s'arrêter. Le verdict des médecins fut sans appel. Elle devait lever le pied de manière urgente. Ce fut un électrochoc. Leila démissionna pour offrir des consultations de droit à son rythme. Elle instaura des week-ends sans travail, des vacances régulières. Et la voici aujourd'hui épanouie dans cet équilibre vie pro et perso retrouvé. À notre tour d'établir nos propres remparts face à l'urgence et la sursollicitation ambiante. De nous octroyer des oasis de calme pour nous recentrer. D'accorder la priorité à ce bien le plus précieux, notre sérénité, notre joie de vivre. Car oui, cet auto-soin nous rend non seulement plus heureux, mais aussi plus forts. Comme l'écrivait Sénèque, chercher la sérénité, ce n'est pas fuir le combat, mais puiser l'énergie qui nous permettra de le mener. Alors, quelle petite douceur vous accordez aujourd'hui? Quels petits plaisirs vous font du bien? Identifions-les, puis osons affirmer leur place légitime dans nos vies tumultueuses. C'est à ce prix que nous cultiverons une résilience à toute épreuve face aux tempêtes du monde. Pratique 6. L'autonomie émotionnelle. Cultiver son autonomie émotionnelle, quel pilier de l'estime de soi. Ne plus dépendre du regard des autres pour se sentir légitimé et valorisé. Telle est la voie stoïcienne de la libération. Mais que signifie concrètement cette indépendance affective? Comment ne plus assujettir notre humeur aux réactions d'autrui? Voyons-les ensemble. 1. Prendre conscience de ses besoins émotionnels et identifier nos déclencheurs de dévalorisation. La critique, l'ignorance, le rejet. 2. Analyser les schémas de pensée sous-jacents. Je ne vaux rien sans approbation. Leur indifférence reflète ma piètre valeur, etc. 3. Challenger ces distorsions cognitives et les remplacer par des croyances saines. Par exemple, ma valeur ne dépend pas des autres. 4. Agir selon ses valeurs profondes en dépit de la désapprobation. Oser nager à contre-courant avec indépendance d'esprit. Prenons l'exemple de Jeanne, jeune diplômée fascinée par l'humanitaire. Sa famille désapprouve ce choix de carrière jugé peu rentable et la rabroue. Plutôt que de renoncer ou de se morfondre, Jeanne contacte des ONG avec sérénité. Peu importe les critiques, elle est alignée à sa mission profonde d'aide aux démunis. Et sa quiétude inspire le respect, forçant l'admiration de ses proches. Cultivons comme Jeanne ce rapport sain à l'opinion d'autrui. Développons une confiance inébranlable en nos propres choix, en accord avec nos valeurs. Et même face à l'incompréhension, continuons d'avancer d'un pas assuré sur notre route singulière. Car comme l'écrivait Sénèque,
Cherchez à vous plaire à vous-même avant de chercher à plaire aux autres. À nous de mettre ce principe en action pour devenir maître de notre estime personnelle. Pratique 7. L'écoute active. Savoir écouter activement, quelle vertu cardinale chez les stoïciens. Pour eux, dialogue et attention à autrui étaient le ciment même du lien social. Alors comment cultiver cet art délicat de la vraie écoute? Tout d'abord, osons le silence intérieur. Apprenons à faire taire nos propres pensées pour accueillir pleinement les paroles d'autrui. Fini les réponses préparées à l'avance. Fini le vagabondage mental qui nous coupe de notre interlocuteur. Devenons pleinement disponibles et présents au flux de la conversation. Non pas dans un effort crispé, mais dans un lâcher-prise détendu où les mots peuvent enfin nous imprégner. Puis, soulignons physiquement notre engagement par un contact visuel bienveillant et des hochements de tête. Laissons également place au silence, si essentiel pour mûrir le propos et approfondir l'échange. Enfin, osons la reformulation et l'empathie. Des questions ouvertes pour creuser certains points, des reflets du ressenti pour manifester notre compréhension. Voilà la marque d'une écoute généreuse qui valide et encourage plutôt que de juger. Mettons cela en pratique à travers une simulation. Imaginons un dialogue où votre interlocuteur exprime son désarroi face à une rupture amoureuse douloureuse. D'un côté, l'écoute passive et égocentrée. J'ai vécu la même chose, c'était pire dans mon cas. Tu verras, dans 6 mois ce sera oublié. De l'autre, l'écoute active et compassionnelle. Tu as l'air dévasté, je n'imagine pas à quel point ça doit être difficile. Si tu veux en parler, je suis là pour t'écouter. Prends le temps qu'il faut pour penser ces blessures. Quelle approche vous inspire le plus? Laquelle cultiver pour tisser des liens de qualité, empreints d'empathie? À vous de jouer désormais, dans vos conversations du quotidien. Gardez à l'esprit cette précieuse citation de Sénèque. Il n'est pas de plus beau geste d'humanité que l'écoute attentive. Pratique 8. La joie de manquer, Joma. Joma, la joie de manquer, quel concept libérateur. Savourer avec plénitude nos choix de ne pas participer, de ne pas être présent à certains événements. Voilà un principe cher aux stoïciens sous un nouveau nom. De plus en plus d'adeptes adoptent cette Joma érigée en art de vivre. Fini les peurs de manquer quelque chose anxieuse, les peurs paniques de rater l'événement du siècle. Place à une sérénité joyeuse dans nos options de repli sur soi et d'intériorité. Prenons Lise, jeune cadre dynamique mais épuisée. Elle avait l'habitude de vouloir tout faire, cocktail après le boulot, vernissage le week-end, yoga et méditation pour se ressourcer, jusqu'au craquage. Son coach de vie lui a alors parlé de la Joma. Désormais, Lise savoure ses non-participations assumées sans culpabilité. Elle goûte la douceur des soirées à ne rien faire, en pyjama, lovée dans son canapé avec un bon thé, et se sent infiniment plus épanouie. À notre tour d'expérimenter cette Joma libératrice, quelles sollicitations souhaitons-nous décliner pour préserver notre sérénité? Quels événements manquer délibérément pour mieux savourer les essentiels? Car oui, cultiver la joie de manquer certains rendez-vous nous rend plus forts. Cette autonomie face à la pression sociale est le Graal stoïcien ultime. Comme l'écrivait Sénèque, le sage sait jouir également de son loisir et de son activité. Alors, quelle douce soirée seule vous feriez-vous plaisir à savourer prochainement? Quel week-end de repos loin du monde vous tente? Visons un équilibre serein entre implication et repli stratégique. C'est là le secret d'une véritable maîtrise de soi et de son propre bonheur. Au terme de ce parcours, vous voici paré de 8 techniques puissantes pour cultiver l'estime de vous-même. De l'art de la rareté au plaisir de manquer, en passant par l'écoute active, autant de joyaux glanés dans le terreau fertile du stoïcisme. Des principes intemporels, tout en nuances et en sagesse, pour vous aider à vous défaire du regard des autres. Pour vous connecter à votre propre valeur, inaltérable sous les masques changeants du succès. J'espère que ces enseignements millénaires auront résonné en vous
et stimuler votre réflexion. Nul doute que leur application au quotidien saura vous aider à affronter nos temps modernes, si prompts à l'anxiété et au doute de soi. Je vous invite désormais à choisir une ou deux pratiques stoïciennes qui vous inspirent. Testez-les dans votre vie personnelle durant quelques semaines. Observez les fruits qu'elles portent sur votre confiance et votre sérénité intérieure. En attendant, je vous dis à bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, le plus sûr rempart contre la dévalorisation vient de vous et vous seul.